Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est le recensement. Quand j'étais étudiant, je travaillais de temps en temps, j'allais à l'INSEE, l'Institut national des études des statistiques économiques. Vous savez faire le recensement. Est-ce que vous avez aujourd'hui les capacités? On dit qu'on a le livre. Emmanuel, est-ce que vous vous rappelez que la semaine du 19 au 26 janvier 2015, j'ai conduit une manifestation ici et on s'est retrouvé à la résidence de l'ambassadeur de France, où tous les ambassadeurs étaient là, y compris celui des États-Unis, pour nous dire arrêtez la population. Parce que la population a dit non, le recensement ne peut pas constituer un préalable pour les élections. J'entends des gens dire qu'on peut faire le recensement dans un an. Qui vous dit ça dans un pays de plus de 2 300 000 km², dans un pays où vous avez des sécurités? Comment vous allez aller recenser les gens à Bouchourou? Comment vous allez aller recenser les gens dans certaines contrées de l'Itourie? Et vous allez recenser qui? Dites-moi, Emmanuel, qu'est-ce que vous aurez au niveau du recensement, l'élément essentiel, que vous n'avez pas avec l'enrôlement des électeurs? Quel est le plus que le recensement va donner? On dit qu'on va savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Mais le recensement, qu'est-ce qui fera que vous sachiez, vous appréhendez tout le monde qui vient et vous dites qu'il est congolais? Et que vous ne pourrez pas, cette technique-là, l'adapter pour l'enrôlement des électeurs. L'ancien représentant du secrétaire général des Nations Unies ici, Martin Kobler, disait que, je dis, nous, communauté internationale, si nous avons quelque chose à léguer à ces peuples-ci, d'abord un bon fichier électoral. Je me dis donc au défi qu'ils me disent qu'il est capable, ici au Congo, de faire un bon recensement en moins de 5 ans. Et quiconque au défi. Quel est l'Institut national de la statistique, le ministère du plan? Est-ce qu'ils ont des techniciens? Mais est-ce qu'ils ont aujourd'hui des gens capables pour larguer sur toute l'étendue de la République, faire le recensement, c'est-à-dire compter les gens de 0 à 100, je ne sais pas combien d'années, compter tout le monde. Et quand vous allez terminer les recensements, qu'est-ce que vous faites? Parce que les recensements, dans le pays, comme les pays africains comme la Côte d'Ivoire, on fait les recensements, ils ont des cartes d'identité. Mais après la carte d'identité, qu'est-ce qu'il faut? Vous devez vous inscrire sur les listes électorales. On a vraiment. Et maintenant, Madame, tout à l'heure, Efrazi avait parlé des finances. Les recensements vont vous coûter combien? Combien de millions? Combien de milliards? Le recensement. Non, je crois que c'était une fuite en avant. Nous étions tous avec ceux qui, aujourd'hui, réclament les recensements parce qu'ils viennent glisser. Et nous avons manifesté, et je le répète, la semaine du 15 au 19, au 26 janvier 2015 pour dire qu'il est nullement question d'imposer comme préalable aux élections les recensements. Et d'ailleurs, heureusement, c'est le président Kengo Odondo, qui était président du Sénat, qui a calmé la population. Et j'ai dit non, que le peuple congolais comprenne aujourd'hui que le recensement, nous avons besoin de recensement parce qu'on a besoin de beaucoup de choses, mais nous devons avoir d'abord un gouvernement légitime, des institutions légitimes avec des animateurs légitimes. Mais je posais la question à mes compatriotes, à nos compatriotes de l'Est. Mais aucun compatriote de l'Est ne fait le recensement. Vous avez toute la bande là-bas, les Burundais, les Ougandais, les Rwandais vont venir se faire enregistrer. Ils ont une carte d'identité, ils sont congolais. Comment vous allez réparer ça? Il y a une complicité aujourd'hui connue entre les dirigeants ici et les gens de ces pays-là. Nous voulons rester en bon voisinage, mais nous voulons ne pas créer des situations parce que vous voulez glisser. Et non, ça, on n'acceptera pas ça. Merci.
Merci, mais moi j'ai honte que les propos viennent des cadres d'un parti historique qui a lutté pour un état de droit. Moi j'ai des origines politiques, je suis né dans un parti comme l'UDPS, à savoir les Fallou. Nous avons lutté pour un état de droit. Qu'on mette sur la même balance la problématique du recensement et la problématique de la date constitutionnelle des élections prochaines. Parce que le glissement, c'est la violation de la loi. Bon, on peut dire que les autres ont glissé, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Parce que vous avez défendu l'état de droit. Et nous, avec le peuple, nous n'acceptons plus ces glissements. Parce que le glissement égale l'auto-croix de notre mandat. Après, c'est lui qui vient de la violation de la Constitution. Nous n'accepterons pas. Maintenant, qu'ils le disent cela, très bien, prenons par l'hypothèse diabolique et qu'on accepte ça. Mais ils ne nous disent pas, ça prendra combien de temps, combien ça coûte, est-ce qu'ils en ont les moyens et ça partira des camps. Ils n'ont pas réfléchi à cela. Ils auraient pu venir avec des propositions pour montrer les avantages et les inconvénients d'une telle option comparée à celle de l'enrôlement, ou plus ou moins de des compléments pour améliorer les fichiers électoraux. Donc, c'est irresponsable. Ça montre que nous ne sommes pas sérieux comme peuple, et je suis désolé, réellement qu'il s'agit d'un parti politique, pas de tout un peuple. Merci. Monsieur l'abbé José Moulou, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, qui intervient pour soulever des questions peut-être qu'on ne soulève pas trop. La toute première, à quoi servent les élections? J'ai un ami, mon frère, prêtre, qui, parlant des élections dans notre pays, un compatriote, il dit toujours « élection piège à con ». C'est l'expression qu'il utilise. À chaque article qu'il publie concernant les analyses sur notre pays, parlant des élections, il dit « élection piège à con ». Alors, la question, elle est fondamentale. À quoi servent des élections dans notre pays lorsque nous voyons, d'un côté, que nous n'avons jamais eu depuis l'indépendance un président élu par le peuple congolais et réellement élu, souverainement élu par le peuple et proclamé président de ce peuple. Nous ne l'avons jamais eu. Et l'histoire est là pour nous le démontrer. Alors, je me pose bien la question, jusqu'aux dernières élections ici, c'est une question fondamentale. Et lorsque nous voyons que ces élections sont des élections extraverties généralement, comme notre politique ailleurs, extraversion politique, extraversion économique, extraversion à tout point de vue, même culturel, eh bien, n'y a-t-il pas lieu là de se poser des questions de fond et de se dire, oui, nous voulons aller aux élections, nous sommes allés aux élections, en 60 on a eu des élections, et puis tout au long de notre histoire, on a eu des élections, en 80, je ne sais pas, en 2006, on a eu des élections, jusqu'aujourd'hui, on a des élections, mais à quoi elles ont servi? À quoi elles ont servi? D'autant plus qu'on constate, je constate que les élections sont devenues un business. Les élections sont devenues un business, un gagne-pain pour beaucoup, n'est-ce pas? Pour certains, pour beaucoup, pour certains, c'est un business. Alors, à quoi est-ce qu'elles servent? Posons-nous cette question d'une manière honnête. La deuxième question concernant la CENI dont on parle de la réforme ici. La CENI a été inventée par qui? À quel moment de notre histoire? Et pour quels objectifs? Lorsque nous nous rendons compte qu'en 2006, il y a eu la CEI qui a précédé la CENI, qu'est-ce qu'elle a donné comme résultat par rapport aux élections? Et la CENI, en 2011, en 2018, les deux dernières élections que nous avons connues, qu'est-ce que la CENI a donné comme résultat à ces élections? Ne pouvions-nous pas nous poser la question à quoi sert la CENI? Qui a voulu cette CENI? Alors que, bien avant, nous avons vécu comme beaucoup d'autres pays où les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, on nous fait croire que non, dans ce pays, le ministère de l'Intérieur ne peut plus être le pouvoir organisateur, c'est une institution dite d'appui à la démocratie. De quelle démocratie s'agit-il? Parlons-en. Parlons-en. Alors finalement, il y a cette fameuse question de financement des élections. Mais pendant des années, j'ai clamé haut et fort
que nous n'avions pas besoin, si nous voulons des élections vraiment souveraines pour notre pays, eh bien, il nous faut sortir de cette dépendance économique qui fait que nos élections, en 2006, elles ont été complètement financées par l'extérieur. Pour quel résultat? En 2011, elles ont été financées plus ou moins par l'extérieur et l'intérieur, plus ou moins. Bon, mais l'histoire nous le dira. En 2018, on nous dit que les élections ont été financées par le trésor public de notre pays. Bon, admettons, mais toujours est-il qu'il y a un problème à propos du financement des élections. J'ai lancé une idée, nous avons lancé une idée, parce que je ne suis pas le seul, avec d'autres amis, d'organiser un fonds national pour les élections. Et ce fonds sera nourri par le peuple congolais et contrôlé par le peuple congolais. En ce moment-là, je crois que nous sortirons un peu et nous donnerons au peuple justement le moyen de contrôler, parce que c'est celui qui donne l'argent qui contrôle. C'est celui qui donne l'argent qui est le maître. Et tant que nous n'avons pas été maîtres de notre économie, de notre histoire, eh bien, nous avons vu ce que ça a donné. Alors, fil et finalité, laissez-moi dire que je ne crois pas dans des élections qui aboutissent toujours à des violences qui se terminent ou qui se mélangent avec des violences et des morts d'hommes. Il y a eu mort d'hommes avant que les élections de 2018 ici n'aient lieu. Il y a eu mort d'hommes en 2011. Il y a eu mort d'hommes en 2006. Eh bien, comment est-ce que nous pouvons sortir de là? Et lorsque nous disons qu'il faut dépolitiser la CENI en donnant cette responsabilité à la société civile, est-ce que notre société civile est-elle dépolitisée? Y compris les églises dont vous parlez. Eh bien, est-ce que nous sommes dépolitisés? Lorsque nous voyons ce qui s'est passé au cours de l'histoire, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser ces genres de questions et de se mettre ensemble pour y réfléchir honnêtement et ne pas les éliminer comme on a l'habitude de le faire pour aller vite aux élections, comme je l'ai entendu souvent. Allons vite aux élections, et puis on va aux élections et on gagne quoi? Rien du tout. Et le pays ne avance pas, au contraire, il stagne s'il ne recule pas. Je vous remercie. Monsieur l'abbé, je vous reconnais, vous savez, ça fait plus de 30 ans que vous et moi nous vivons ensemble. Rappelez-vous de toutes les discussions, les colloques, les manifestations, la marche des chrétiens et tout. Je connais votre volonté. Vous et moi, nous avons été dans des églises, dans des paroisses, pour animer des séminaires, des conférences pour les jeunes gens. Même si on avait simplement 30 personnes, 50 personnes, on a fait. Mais la question que vous posez, est-ce que les membres de nos églises sont dépolitisés? Est-ce que la société civile est dépolitisée? On va commencer ici à chercher entre l'œuf et la poule qui vient premier. Donc, ces débats-là, c'est difficile. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, c'est la responsabilité de nous tous. Sinon, on ne sortira pas de ces traquenards. Nous sommes pris dans un piège. Je vous posez la question, à quoi servent les élections? Mais c'est un piège à con. Bon, est-ce qu'on a trouvé un autre système, une autre solution pour accéder au pouvoir? Quel est le mode de dévolution du pouvoir? En tout cas, notre Constitution dit que c'est par les élections. Et je l'ai mis ici, en premier slide, que depuis 60, notre pays connaît des problèmes, des crises récurrentes, essentiellement dues au manque de légitimité des animateurs et de leurs institutions, ou des institutions et de leurs animateurs. Mais les Congolaises et les Congolais, forces vives de la nation, se sont retrouvés pour mettre en place une constitution sur base de laquelle le peuple se choisira librement ses dirigeants. Jusque-là, c'est ça. Je n'ai pas vu un autre mécanisme qui donne la dévolution du pouvoir. Donc, pour l'instant, c'est ça. Nous n'avons que des élections. Si quelqu'un, il y a des coups d'État, il y a des révolutions citoyennes. D'ailleurs, l'article 64 de notre Constitution permet les révolutions citoyennes. Pour l'instant, le monde pacifique, ce sont les élections.
Alors, la question que vous posez, qui a mis en place la CENI? Vous le savez, mais la CENI, ce n'est pas une particularité de notre pays. La CENI concerne presque tous les pays africains. Je cite le dernier pays qui vient d'avoir les élections, la Côte d'Ivoire. Et ils ont encore gardé l'appellation CEI, Commission électorale indépendante. Tous ces pays qui vont avoir les élections, là, ce sont leurs CNI qui font les élections. Ils ont des centrales électorales. Bon, le monde est devenu un. Quand vous avez une crise, on vous dit que bon, mesures d'ajustement structurel, plus précisément, programme d'ajustement structurel, les PASS. On dit que le Brésil, le Congo, le Ghana, mais ces deux pays-là sont sortis de ce système de prix, mais nous sommes toujours dans la perfusion. Et mais maintenant, la question des élections, la question de la CENI, mais toutes ces questions, M. Labbé, que vous posez, ces questions de notre maturité, la maturité du peuple congolais, la responsabilité du peuple congolais, votre dignité, est-ce que vous êtes digne que vous allez dans un pays, qu'on vous dise que l'homme, est-ce qu'on a appris là-bas chez vous que les parlementaires se sont fait acheter comme des petits-enfants? Est-ce que vous êtes content? Et vous êtes avec eux? Mais maintenant, c'est une question qui doit être, nous tous, nous devons nous la poser pour dire maintenant, comment changer les paradigmes? Comment sortir des sentiers battus? Comment dire que nous sommes citoyens quand Lumumba a parlé? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Si Lumumba, Kassabou, et Kimba, vous tous revenez ici aujourd'hui, seront contents de nous? Même les Mobutu qui sont montés dernièrement, même les, comment dire, Mzee Kabila, est-ce qu'ils seront contents? Et donc nous sommes là. Pourquoi nous occupons cet espace? On occupe inutilement. Donc notre maturité, notre responsabilité à chacun de nous est, comment dire, requise. La CENI, alors si ça a été inventé parce que nous, Africains, nous sommes faibles, nous devons nous révolter. Ça, mais révolter comment? Montrer de quoi vous êtes capable. Moi, si on me dit que je ne suis pas capable, je vais dire que peut-être merci, j'ai dit oui. Mais je vais montrer dans l'action de quoi je suis capable. Nous avons fait la proposition de sortir des crises. On a essayé de parler à tout le monde et tout. On nous a dit que, voilà, écoutez, vous dites, aujourd'hui nous vous montrons que nous sommes capables de vous dévoiler ces propositions. Voici un élément, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Donc, nous, Africains, nous, Congolais, montrons de quoi nous sommes capables, révoltons-nous par l'action positive. Dernière question, M. Labbé, financement des élections. La souveraineté, mais la souveraineté ne se décrète pas comme ça. Si nous voulons être souverains et tout ça, aujourd'hui, on cherche des milliards de dollars pour nourrir les gens. On n'a pas encore trouvé. On cherche des milliards de dollars. Le pays ici, il y a 40 millions de Congolais qui vivent, et encore, quand on dit 40 millions, je ne sais pas, sous le seuil de pauvreté. Les programmes alimentaires mondiaux, les tels programmes, les tels. Donc, tout ça, nous cherchons à nourrir, comment dire, nos populations. Les autres pays s'organisent pour payer ce qu'ils doivent payer. Mais nous, qu'est-ce que nous payons? Tous nous sommes perfusés. Tous. Alors, maintenant, la souveraineté doit commencer par, pour moi, la mise en place des institutions légitimes, avec des animateurs légitimes, qui, eux, doivent être conscients qu'ils ont été mis en place par le peuple, qu'ils ont un mandat du peuple, qu'ils peuvent avoir un délai de grâce. Mais passer ce délai de grâce, le peuple doit demander des comptes parce que dans la période requise, ils doivent aller de nouveau, comment dire, aux élections. Voilà, M. Labbé. C'est le docteur Sochi. Alors, donnez un moment de temps de couper le président. Monsieur Labbé, vous avez parlé de ce que depuis 1960, les élections sont toujours contestables, etc. Et ça vous permet de remettre en question la CENI. Vous avez raison, mais seulement on a expérimenté les deux scénarios, à savoir élections organisées par l'administration
élection organisée par la CENI, à chaque fois ça n'allait pas. Donc, ce n'est pas l'organe organisant des élections qui pose problème, c'est le système, globalement. Il faut travailler sur le système. Mais travailler sur le système, ça ne se décrète pas. C'est un processus historique. Même les vieilles démocraties actuelles qui se sont développées ont appris en se trompant. C'est dommage que les gens le disent comme ça. Un peu comme si j'étais d'accord qu'on se trompe, etc. et qu'on apprenne à se tromper. Je n'exprime pas un jeu, j'exprime un fait historique qui fait que c'est progressivement dans les rapports de force qu'on a évolué pour l'amélioration qualitative de la société. C'est toute la société prise comme système qu'il faut améliorer. L'organisation des élections, quel qu'en soit l'organe, n'est qu'une des articulations. Donc, l'administration, comme c'est dit, tant que les systèmes est mauvais, tant qu'on lutte encore, tant qu'on lutte pour construire la démocratie, c'est-à-dire la transparence, l'égalité, les résultats, nous aurons toujours des faiblesses, quelle que soit l'instance par laquelle nous organisons les élections. Donc, c'est un combat dans un processus historique. Deuxièmement, vous parlez du financement en proposant que nous puissions organiser les fonds pour créer plus ou moins souverain. Non, ce n'est pas parce que les ressources viennent du peuple, parce que même les ressources de la CENI actuelle viennent du peuple à travers les trésors publics, à travers les impôts. C'est lui qui gère les fonds. Moi, pardonnez-moi de dire comme ça, j'ai organisé les élections en 2011 avec un financement plus ou moins de 100%. Au nom de la souveraineté, mais il y a eu des contestations, il y a eu la fraude, plus ou moins. Donc c'est pour dire comment organiser la souveraineté, comme nous a dit les présidents et le pour que l'autorité qui incarne la souveraineté soit l'émanation du peuple et se sente plutôt redevable et fasse en sorte qu'il n'ait pas des élections et n'organise pas la fraude ou l'églissement. C'est cette étape-là qui ne se décrète pas non plus, qui est le résultat d'un combat de tout à l'heure. Donc, ce n'est pas parce que nous aurons créé un fonds, ces fonds, sa gestion sera institutionnalisée. C'est comme le budget de l'État qui vient d'un fonds collecté au du peuple. Et quand vous institutionnalisez, donc vous dépendez des animateurs, des institutions qui peuvent être bons ou mauvais, ou tout en étant bons, être faibles, etc., de les dysfonctionnements. Voilà donc, tout en vous encourageant dans cette démarche critique, je vous demande que nous prenions acte que nous devons évoluer grâce justement à cette discussion. Quelquefois, des discussions intellectuelles, quelquefois, ça pourrait être violent. Les vieilles civilisations sont aussi la contrepartie de la violence. Je pense qu'il y a des guerres qu'on n'a pas encore faites. Merci. C'est les autres sujets. La première préoccupation, je pense que nous allons... S'il vous plaît, docteur, je vous ai arrêté la deuxième fois, c'est la dernière. Je crois qu'on prendra les deux dernières questions parce qu'on va libérer la salle à 13h. Je peux y aller. Et la préoccupation sur la CENI et les élections antérieures, je pense que j'avais répondu parce que depuis 60, les moins mauvaises élections que notre pays ait connues, ce sont celles de 60 et de 65. Après, c'est la dictature. Donc, toutes ces élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. Mais depuis qu'on est passé de l'autre côté, aucune des élections n'a bien marché. Au sujet de recensement, il y a recensement et recensement. Moi, je pense que pour qu'un processus électoral, on puisse en faire une critique objective, on doit savoir d'abord quels sont les boulots des problèmes. Or, depuis 60, nous avons toujours été dans le régime de vote obligatoire. Le vote obligatoire a l'avantage d'enlever l'enrôlement, parce que l'enrôlement est un facteur de manipulation des résultats électoraux. Parce qu'il suffit que, comme on l'a fait la fois passée, qu'on envoie des bonnes machines dans un coin, on organise une très bonne publicité, vous aurez des enrôlements beaucoup plus nombreux que là où vous avez des adversaires. Ça, c'est un. Deux. Normalement, un député représente une fraction de la population. Et ici, chez nous, c'est le seul pays probablement où les députés représentent les enrôlés. Donc, pour mettre fin à cette une contradiction à la démocratie, moi je pense que le recensement est nécessaire. Il y a le recensement et le recensement. Aujourd'hui, si vous allez au ministère de la Santé,
lorsque nous organisons la lutte contre le paludisme, nous sommes obligés de distribuer une moustiquaire, par exemple, pour 2 personnes. Et le ministère de la Santé compte les gens de la population pour vacciner les enfants. Nous avons 20% de la population congolaise représentée par les enfants de 0 à 5 ans. Pour commander les vaccins, on fait les micro-planifications de village en village, on compte le nombre de gens. Donc, cette forme de recensement-là, qui n'est pas de recensement scientifique, est faisable. Aujourd'hui, si on demande un projet de moustiquaire imprégné d'insecticides que le pays peut commander, le ministère de la Santé est capable de donner. Donc, pour moi, le recensement est important, d'abord pour nous amener à rendre le vote obligatoire, comme nous l'avons toujours été, et puis enlever le facteur de manipulation que constitue l'enrôlement. Voilà donc mes contributions. Je vous remercie. Oui, docteur. Vous dites qu'on doit rendre les votes obligatoires. Peut-être vous amenez cette proposition-là en disant que les votes obligatoires, donc toute personne doit voter et qu'on n'a pas besoin d'amendement des jours de vote. Il vient, il montre ses documents et puis il vote. On peut aller dans ce sens-là. C'est une proposition que vous pouvez mettre à la table. Mais je reviens encore sur le recensement. Je suis totalement d'accord avec vous qu'un député représente une fraction de la population. Mais qu'allez-vous répondre? J'ai encore lu beaucoup de compatriotes toute cette semaine, de ceux qui Nord des littoraux, qui disent que ne vous abusez pas à nous amener le recensement ici. Comment allez-vous répondre à ces concitoyens, parce que Kinshasa n'est pas le Congo? Parce que vous pouvez avoir. Donc il y a des gens qui vivent avec des situations extrêmement difficiles de voisinage. Comment vous allez empêcher ces, les autres qui ne sont pas congolais de venir s'enregistrer, s'enrôler, enfin, disons, se faire recenser, et ils sont recensés comme congolais. Ils ont des cartes d'identité. Mais je suis d'accord avec vous. C'est pour cela qu'il faut commencer cette action. Cette mesure, c'est une mesure provisoire. Et ça a été provisoire, c'est comme ça que Martine Kobler disait, donner à cette population les frais, fichier électoral. Si nous avons un bon fichier électoral, si nous disons toutes choses restant égales par ailleurs, ça veut dire que nous avons la proportion, et ça serait au prorata. Donc, cette population, si on ne le fait pas, on dit que non, comme la fois passée, le Congo central, on a dit seulement 34% de la population qui a été enrôlée. Kinshasa, moins de 40%. Mais on a gonflé les chiffres. Au Santourou, sur 222 200 000 personnes qui vivaient en ce moment, on a enrôlé 2 20 000 personnes. Pour finir avec 1 100 000. On a déclenché plus d'1 million. Mais, et je mets aussi quiconque au défi, parlons des élections de 2018. Monsieur l'abbé, parlons des élections de 2018, docteur Sonji. Si M. Nanga ne s'était pas interposé pour fabriquer des résultats, on ne serait pas là. Le peuple congolais, ce n'est pas le peuple. Le peuple congolais s'est donné de la peine pour aller voter. À voter, c'est pour ça que nous parlons de la vérité des choses. Si la vérité des choses s'était exercée, et vous l'avez vu, que la SEMCO a donné des résultats, vous l'avez vu, le serveur de la CENI a donné des résultats, mais si certains compatriotes n'avaient pas trahi les Congolais, on ne serait pas là. On ne parlerait pas des élections intriquées et tout ça. On aurait déjà eu une situation qui commence à se normaliser. Donc, au lieu de chercher les complications, moi j'ai appris, quand vous avez une équation mathématique ou n'importe quelle équation, mais il faut d'abord la simplifier. Donc, le système aujourd'hui, simplifions, entrons dans le système normal et après, nous aurons le recensement. On ne dit pas que le recensement, nous sommes contre. Le premier, je voudrais parler de l'INSEE. Moi, le premier, je suis pour le recensement, mais pas comme préalable
aux élections. Et le licenciement qui doit être fait par des institutions légitimes et non illégitimes. Merci. Docteur, je crois que nous devons faire la différence entre les principes et la réalité devant laquelle nous sommes. Les principes en situation normale, institutions démocratiques, situation stable du pays, etc., sans tout ce que nous avons à l'est du pays, l'évasion de notre territoire, c'est ça le principe. Les choses sont faisables. Mais ça, c'est le principe. La réalité, c'est quoi? C'est que nous sommes devant une triple contrainte. La première contrainte, c'est le temps. D'abord, la Constitution qui fixe un délai. À moins que vous pensez qu'on peut balancer la date de la Constitution par l'organisation de recensement et dire à la Constitution du reste de là, on s'en fout de quoi l'administration exige, la transparence, il faut le recensement. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, par rapport à celle-là, c'est le temps qui prendrait le recensement. Si nous étions en situation normale, on peut prendre un an. Maintenant, nous sommes dans un délai, il faut tenir pour ne pas violer la Constitution. La troisième contrainte, c'est le financement. Parce qu'il faut financer l'enrôlement et le recensement. Si c'est le recensement ou dégager des moyens aussi importants qu'implique cette démarche. Donc, nous sommes d'accord avec vous si vous voulez développer le principe qui correspond à la situation souhaitable et idéale. Mais si vous voulez rester dans la réalité du moment avec des gens du respect des règles constitutionnelles, cette idée vient de la part de ceux qui la proposent. Pardonnez-moi de dire assez stupide, parce que déjà, ils ne se donnent pas, puisqu'ils sont au pouvoir, l'obligation de nous dire combien ça coûterait, où est l'argent et combien ils en ont déjà dans l'escarcelle de l'État et combien ils ont donné à nos villes, qui n'attendent que ça. Voilà ce que nous pensons. Donc, soyons réalistes et regardons les choses parce que nous voulons revenir à la normalité. Il faut commencer avec les processus électoraux pour la nécessité d'améliorer les fichiers électoraux pour que par la suite, après normalisation de la situation institutionnelle, nous puissions passer dans le recensement, même si d'ailleurs les deux peuvent se faire parallèlement, à savoir que si le gouvernement se sent la capacité financière de financer les recensements, peut le faire en même temps qu'améliorer les fichiers électoraux par un complément d'enrôlement. Merci. Merci. C'est Thérèse Dikami, AETA, IFC. Merci, Président. Merci, Président, pour la parole. J'ai fait mienne toutes les préoccupations et questions techniques de mes prédécesseurs pour ne pas me répéter. Mais je vais m'appesantir sur la question du genre. Président, j'ai eu l'occasion d'assister à beaucoup de rencontres avec vous. Vous ne cessez jamais de nous faire remarquer que vous êtes un homme genré. Mais dans ces documents, nous voyons que vous ne donnez que 2 places à la femme, ce qui fait même pas 10%. Et pourtant, la loi en cours, nous sommes montés plus haut pour être à 33%, mais vous nous ramenez en dessous des 10%. Je ne sais pas. Vous cessez d'être genré, et pourtant, votre ami qui est votre suppléant siège à votre place aujourd'hui. Nous ne comprenons pas pourquoi vous avez oublié la question genre dans ces documents très importants. Merci. Madame, vous faites bien de poser la question sur le genre. Vous savez que j'avais signé un engagement avec vous, avec CAFCO et les autres organisations des femmes. J'ai beaucoup aimé le projet que vous aviez 30% vert, c'est-à-dire au moins donner 30% pour aller vers les 50, si pas plus. Ça, mais quand on dit les organisations des femmes, vous avez parlé d'eux, madame. Mais la personne qui peut représenter le Conseil supérieur de la magistrature peut être une femme. La personne qui peut représenter l'ordre des avocats, le mouvement citoyen et tout ça, les confessions religieuses, ce n'est pas l'imam Moussa qui va, on peut s'organiser. Les CC, l'église catholique, l'église veille orthodoxe, les guibanistes et les sanitistes. Donc, non, on n'a pas d'idée, mais particulièrement, les organisations qui font la promotion de la femme, on les donne 2 en tant qu'organisation. Bon, maintenant, si ces organisations aussi veulent envoyer des hommes, bon, je rigole. Mais vous n'avez pas 10%, vous avez ce que vous.
Et maintenant, c'est à l'intérieur que les gens doivent regarder, et c'est dit dans les textes. Vous allez voir dans un des articles, il est dit qu'il faut tenir compte de la représentation du genre et puis même tenir compte de la répartition géographique. Je reviens très rapidement sur la question du recensement. On peut signer un modis vivendi, Dr Sonji et M. Labekoun, on peut signer un modis vivendi en disant ceci, que nous tous nous mettons d'accord. La première mission, dès que le gouvernement qui va pour les institutions qui vont venir là, dès qu'ils se mettent là le premier jour, on s'organise pour commencer le recensement. Donc on commence par la formation, le matériel, les experts et tout ça, et la sécurité du pays. Parce que la première mission, c'est la sécurisation du pays. Parce qu'on doit se dire, dans quel environnement de confiance, est-ce que c'est un environnement de confiance ou d'affrontement que nous allons faire des élections? Est-ce que dans un environnement de cohésion nationale que nous allons faire les élections? Donc on ne peut pas, comme on l'a fait au Tchad, qu'une grande partie de la population ne va pas aux élections. Et tout ça, on ne peut pas accepter ça. Nous sommes d'accord sur cette idée de recensement parce que nous voulons avoir un état de droit, mais je pense que le préalable pour cet état de droit, comme il est dit dans notre constitution, c'est d'abord des institutions légitimes, avec les animateurs légitimes et corriger tout ce que nous devons corriger le plus rapidement possible. Merci. Président, vous allez m'excuser, j'ai attendu 10 minutes seulement. La grande ligne sont en train de suivre de partout parce que je vais direct. Je veux bien revenir dans le refrain, mais la question est quelle est ça, parce que vous avez parlé de l'avocat. Cette initiative a pris 31 de temps parce qu'on a fait un petit papier pour lire en fait avec beaucoup de pages et savoir cette initiative que vous avez préparée ensemble avant le départ de l'autre membre. Bon, c'est malheureux de dire l'avocat est identité, c'est l'avocat qui a fait les documents, et s'ils étaient là, et s'ils n'étaient pas là, vous voyez bien que les contextes et le contenu montrent que c'est un document qui vient de la part des résistants, de ceux qui disent non au pouvoir actuel. Et c'est pas, ça ne peut pas venir de ce qu'on a appelé à tort ou à raison opposition républicaine. Globalement, c'est l'avocat qui l'a fait. Merci. Oui, vous avez une partie de la réponse, je vais vous donner. Madame, cette affaire est partie au mois de mars 2019, même avant. Dès que nous avons eu cette fabrication de chiffres, si vous lisez notre communiqué du 30 juillet à Lubumbashi, tout le monde a signé. Au point 5, nous disons que la MONCA continue à dénoncer, continue à réaffirmer ou réaffirme sa victoire aux élections de 2018 et continue de fustiger les comportements de la CENI qui consistait à fabriquer des chiffres et les comportements de la Cour constitutionnelle qui consistait à valider ces chiffres-là. Et dès qu'il y a une validation des chiffres, nous avons écrit à l'Union africaine par ma signature. Mais tous les documents, la MONCA a vu, et même les membres de la MONCA ont contacté les gens de l'Union africaine pour passer ces documents. C'est le 8 février 2019. Le 8 février. Et nous avons donné déjà la proposition de sortie de crise. Et après, au mois le 23 février, nous avons reçu des diplomates, nous avons discuté, nous avons commencé à parler de ces propositions de sortie de crise, en tout cas de propositions. Et nous nous sommes réunis, et en mars encore, ici, à Kinshasa, certains diplomates et certains membres de la MONCA ont conféré sur cette proposition de sortie de crise. Du 21, le 22, le 23 mars 2019, à Bruxelles, tous les leaders de la MONCA, les 4 que nous étions, et au même les 5, ajouté Moussa, on était à 6, à Bruxelles,
nous avons décidé, avec même des experts, nous avons décidé tous d'aller aux réformes. Et nous avons imaginé ces réformes. Nous avons dit c'est quelles réformes? Tous, on a parlé. Et il y a un communiqué. S'il vous plaît, je vais vous répondre à qui vous posez. Vous m'avez posé la question si les autres leaders de la MOCA étaient. Donc, parce que vous avez dit, quand ça a commencé juste après les élections, 2 semaines après la prestation des serments. Donc, ça a commencé à ce moment, tout le monde a été contacté, et tout le monde sait que nous avons commencé ça. S'il vous plaît. Maintenant, les leaders de la MOCA étaient là tous. Et nous avons proposé. Et donc, quand nous avons proposé, nous avons fait la proposition de sortie de crise, et là nous avons commencé la rédaction de ces documents. Ces documents, les autres n'étaient pas là. Okay? Ils ne sont pas là, donc ils n'étaient pas là, ils sont partis comme le Premier ministre vient d'évoluer. À qui nous proposons les documents? Au peuple congolais. La souveraineté appartient au peuple. C'est au peuple congolais. Vous voulez dire qu'on propose à l'Assemblée nationale? Non, et je répète, cette Assemblée ne peut pas gérer cette situation. En 2016, fin 2016, quand nous avons eu les dialogues de la Synco, vous vous rappelez, c'est les parties prenantes qui se sont réunis pour discuter et proposer des choses à la nation qui était en crise. Il y a une crise, il faut sortir de la crise. Merci, madame. Oui, monsieur, vous posez votre question. Merci. La dernière question. La dernière, oui. Je peux avoir les micros? Oui, c'est Eric Ouemba du Forum des As. La situation du pays est difficile aujourd'hui. Nous sommes pratiquement à cessation des paiements. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de moyens. C'est ça la réalité, il n'y a pas de moyens pour organiser des élections. Le Premier ministre a parlé des financements extérieurs. Aujourd'hui, tous les pays dans le monde sont frappés par Covid. C'est incertain d'attendre l'aide extérieure pour organiser nos élections. La crise est là. Les autres ont parlé de recensement. Hier, j'ai fait un papier sur un article du parti présidentiel qui dit même qu'on doit adopter une motion à l'Assemblée nationale pour constater que Félix Tshisekedi n'a pas dirigé jusque-là. Son mandat commence dès l'installation du gouvernement. Il y a crise. Il y a réellement crise. Est-ce que le président Martin Fayulu devons-nous faire comme en 2016? Moi, je vous ai beaucoup accompagné. Kabila va partir. Le 20 décembre à minuit, on a fini par un dialogue. Ou Kabila a eu 2 ans. Est-ce que ce n'est pas le moment de trouver une solution politique? Parce que, tel que les choses avancent, il est incertain qu'il y aura des élections en décembre 2023. Je ne suis pas prophète, mais il est incertain qu'il y aura des élections. Faudra-t-il attendre la dernière minute pour négocier une transition, comme vous l'avez fait avec Kabila, ou c'est le moment de trouver une solution à la crise politique qui se pointe à l'horizon? Merci. Merci. Mais il ne faut pas le dire en plaisantant. Il ne faut pas le dire en plaisantant. Ça, tu te moques de toi-même. Tu connais ton sort de journaliste. Dans le contexte actuel de cette crise dont vous parlez, qui ajoute également pour juger le fait qu'on n'a pas le pouvoir légitime à la tête du pays. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, le pays ait un budget de 3 milliards en mobilisation ou en réalisation? Non, parce qu'on a un pouvoir illégitime, qui n'est pas en connexion avec le peuple, qui n'a pas les appuis de la part de la communauté internationale à cause de l'illégitimité, et c'est de son modèle illégitime. Quand vous parlez des autres pays, mais les Américains, tout en étant crise comme nous, sinon plus que nous, ont augmenté leur budget de plus ou moins 2 000 milliards. Je dis bien 2 000 milliards avec les financements monétaires. Sauf que chez eux, les financements monétaires trouvent la contrepartie dans l'offre économique, et parce qu'il y a une offre scientifique qui peut répondre en augmentant la production. Ils peuvent nous soutenir parce que nous avons la contrepartie en perspective en termes de financement, en termes des gisements miniers. Est-ce que vous trouvez normal que la communauté internationale bénéficie de nos gisements miniers de la manière que vous connaissez, sans que nous aussi on bénéficie de leurs ressources financières? C'est une question de contrepartie et de discussion avec eux en leur donnant les garanties que grâce aux élections prochainement, nous aurons des bonnes institutions et que par conséquent, nous allons améliorer les climats d'affaires et qu'ils vont gagner grâce
aller aux investissements dans notre pays, investissements qui ne viendront pas, j'insiste, tant que le pays est en instabilité et dans l'illégitimité. Voilà ce que nous pensons. Moi, je suis contre. J'ai milité dans un parti nationaliste, je suis progressiste. L'absence de souveraineté peut venir des oppresseurs internes. Il n'y a pas que la communauté internationale, quand elle nous finance, qui peut aliéner notre souveraineté. Même nous-mêmes, le plus grand bourreau de ce peuple, c'est à l'intérieur du pays. Vous mobilisez l'argent, vous mettez à la disposition de la CENI. Cet argent peut venir de l'intérieur, de faire l'objet des pillages, des violations de la part de ceux qui donnent l'argent à la CENI. Donc, il ne faut pas plaisanter. Nous ne voulons pas d'un dialogue et de transition. Nous ne voulons pas d'une autre confiscation du pouvoir. Autant nous sommes ouverts et que nous disons, faisons des réformes avec ce pouvoir de facto et l'occupation qui a été installé par le force extérieure. Pour qu'on aille aux élections, ils auront fait tout leur mandat. Il ne faut pas qu'on nous demande encore d'accepter une deuxième confiscation du pouvoir du peuple avec notre accord. Jamais nous l'accepterons. Eric Wemba, est-ce que vous êtes journaliste? Vous rapportez beaucoup de choses. Et je crois d'ailleurs, je suis votre dernière vidéo qui était très très éloquente. Mais est-ce que vous avez imaginé, on a parlé des milliards de dollars dépensés par la Syrie. Ces gens-là sont encore là, ils ont cet argent. Si on avait fait l'audit, on pouvait récupérer combien? Parce qu'on peut récupérer de l'argent, il faut récupérer de l'argent. On peut récupérer combien entre les mains des gens qui ont détourné l'argent de l'État? Vous étiez certainement à l'hémicycle là, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, quand il y a eu élection. La déstabilisation de ces deux bureaux a coûté combien au Trésor public? Combien on a dépensé? J'ai appris que tel a donné telle chose, tant de milliers de dollars, ainsi de suite. Ça a coûté combien? Aujourd'hui, les trains de vie des institutions, les gens voyagent par jet privé, les gens sont payés 50 000 $ et tout ça. Mais ça coûte combien? Vous ne nous parlez pas de ça? Nous pouvons rationaliser. Nous pouvons, si nous voulons. Je dis ici, si nous trouvons un compromis, on s'est dit que nous voulons les élections, c'est la volonté, on ira vers les élections. Mais nous disons que ces élections, nous devons dépenser le minimum. Que personne ne mette un franc dans sa poche. Si vous dites déjà ça, mais aujourd'hui, vous avez réduit 50% de ce qui a coûté les élections la fois passée. On ne peut pas attendre, parce que la Constitution n'a prévu nulle part d'attente. Ce qui s'est passé en 2016, c'était quelque chose qui est venu, et finalement, nous avons dit aux évêques de la Cinco, quand ils nous ont convoqués en novembre 2016, on a dit pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi on n'a pas fait avant? Et là, nous savons que c'est 3 ans devant nous, il faut le faire maintenant. Dans tout ce que nous faisons ici, dans ces réformes, nous avons déjà mis les calendriers. Il est possible, ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui, on viendra. Si on se met d'accord le plus rapidement possible, nous serons à mesure d'organiser les élections. S'il n'y a pas élection, il n'y a pas gouvernement, il n'y a pas gouvernement, il n'y a pas glissement. Merci. Merci beaucoup, chers amis, d'être venus. Nous vous remercions abondamment. Ce n'est que le lancement du débat, des discussions. Nous allons vous recontacter pour continuer la discussion. Mais en même temps, nous sommes déjà en train de préparer la révision d'autres textes en rapport avec les élections, en rapport avec les autres institutions. Et donc, c'est le débat qui commence. Merci beaucoup. Voilà. Pratiquement, s'il vous plaît, vous attendez que les membres du président sortent. Après, ce sont les diplomates, les membres de la société civile, les représentants des partis politiques en 3e lieu.
C'est bon? Oui.